Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Commençons par le Texas. Il s'y passe beaucoup de choses. Le gouverneur du Texas déclare qu'il opposera son veto au financement du gouvernement de l'État au lendemain de la grève des démocrates à la Chambre des représentants. Les législateurs sont partis pour bloquer un projet de loi sur la révision des élections. Le gouverneur Greg Abbott a déclaré qu'il opposerait son veto à un article du budget de l'État qui finance le pouvoir législatif. Il a écrit, je cite, « J'opposerai mon veto à l'article 10 du budget adopté par la législature. L'article 10 finance le pouvoir législatif. Pas de salaire pour ceux qui abandonnent leurs responsabilités. Restez à l'écoute. » Fin de citation. Cela signifie que les législateurs ne seront pas payés. Les démocrates ont quitté la Chambre des représentants la veille pour tenter de bloquer temporairement le projet de loi. En conséquence, il n'y avait pas assez de membres présents pour faire un vote final sur la loi électorale. Selon le règlement de la Chambre d'État, au moins 100 membres doivent être présents pour que la Chambre puisse mener ses activités. Jen Wu, membre démocrate de la Chambre, affirme que la réduction du financement pénaliserait le personnel du bureau de la classe ouvrière, l'entretien et d'autres services de soutien. Le gouverneur prévoit de tenir une session spéciale pour le projet de loi électoral. Selon les médias locaux, le Sénat a approuvé le projet de loi en suivant largement la ligne du parti, après un débat qui s'est prolongé toute la nuit. La Floride et la Géorgie ont toutes deux adopté des projets de loi qui prévoient des mesures visant à protéger le caractère sacré des urnes et à renforcer la sécurité des autres méthodes de vote. Ces lois ont également fait face à une importante opposition de la part des démocrates. En parlant de la Géorgie, la Major League Baseball fait face à un procès pour avoir déplacé le All-Star Game hors de l'État plus tôt cette année. Après que les responsables du baseball ont annoncé qu'ils déplaçaient le match du Colorado, plus de 8000 réservations d'hôtels ont été annulées dans la région d'Atlanta. Les responsables du comté ont estimé que le déménagement coûterait quelques 100 millions de dollars à l'économie locale. Le groupe de lobbying des petites entreprises, The Job Creator Network, a déposé plainte. Il a demandé au MLB et aux syndicats de dédommager les entreprises de Géorgie qui ne percevaient pas de revenus du match. Le président et directeur général du réseau, Alfred Ortiz, a déclaré dans un communiqué, je cite, « La MLB a volé 100 millions de dollars aux petites entreprises d'Atlanta dont beaucoup appartiennent à des minorités. Et nous voulons que le match soit remis à sa place, ajoutant qu'il s'agit d'une réaction instinctive, hypocrite et illégale à des informations erronées sur la nouvelle loi électorale de Géorgie qui inclut la carte électeur. La Major League Baseball elle-même demande une pièce d'identité au guichet d'appel à volonté du Yankee Stadium de New York, du Stadium de Saint-Louis et tous les stades du pays. Fin de citation. Les responsables du MLB ont déclaré avoir déplacé le match en raison de la loi sur l'intégrité des élections en Géorgie. Cette loi est décrite par ses partisans comme un moyen de renforcer la sécurité des élections, mais ses détracteurs affirment qu'elle est raciste et restrictive. Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a publié une déclaration à l'époque en disant, je cite, « J'ai décidé que la meilleure façon de démontrer nos valeurs en tant que sport est de déplacer le All-Star Game et la draft de la MLB de cette année. » Ajoutant que la Ligue soutient fondamentalement le droit de vote pour tous les Américains et s'oppose aux restrictions des urnes. Le gouverneur de Géorgie, M. Kemp, a riposté en qualifiant la MLB de culture de l'annulation et a déclaré que les Géorgiens et tous les Américains doivent savoir ce que signifie cette décision. Elle signifie que la culture de l'annulation et les militants partisans s'en prennent à vos affaires. Ils viennent pour votre jeu, pour vos événements dans votre ville natale. Il a également dit qu'il ne reculera pas, déclarant que des élections libres et équitables sont le fondement de ce que nous sommes en tant qu'État et nation. Il ajoute que des élections sûres, accessibles et équitables valent les menaces, les boycotts ainsi que les poursuites judiciaires. Je veux être clair, poursuit-il, je ne reculerai pas devant ce combat et les personnes qui sont ici avec moi aujourd'hui ne reculeront pas non plus. Fin de citation. Passons maintenant des lois électorales aux technologies de pointe. Les géants de la technologie peuvent-ils vous suivre à la trace, même lorsque le suivi est désactivé sur vos smartphones? C'est ce que le procureur général de l'Arizona accuse Google de faire. De nombreux documents soumis
par Mark Bronovich, procureur général de l'Arizona, soulève des questions sur la façon dont Google traite les données de localisation des utilisateurs. Les documents montrent des courriels entre les ingénieurs de Google. Un employé aurait déclaré, je cite, « Il n'y a donc aucun moyen de donner votre localisation à une application tierce et non à Google ». Cela ne ressemble pas à quelque chose que nous voudrions voir en première page du New York Times, n'est-ce pas ? Un autre employé de Google aurait déclaré en réponse « Je suis d'accord avec l'article, localisation off devrait signifier localisation off, pas sauf pour tel ou tel cas. » Fin de citation. En 2018, l'Associated Press a rapporté que de nombreux services de Google sur les smartphones stockent les données de localisation, même lorsque les utilisateurs lui demandent explicitement de ne pas le faire. Selon la poursuite, Google profite considérablement des données de localisation qu'il collecte. C'est parce que la société gagne la plupart de son argent grâce aux publicités. Et lorsqu'elle recueille des données de localisation, elle peut dire aux clients à quel point leurs publicités sont efficaces en suivant les visites en magasin. La plainte note que sur les 161 milliards de dollars de revenus que Google a réalisés en 2019, 135 milliards de dollars provenaient des publicités, soit un énorme 84%. Bronovich a déclaré à Fox News que le fait qu'ils essaient de cacher ce qu'ils font, qu'ils sont sournois à ce sujet et qu'ils utilisent toutes les astuces de l'arsenal pour empêcher que cela ne se voit à la lumière du jour, est tout ce que les consommateurs ont justement besoin de savoir sur les intentions de Google. Fin de citation. Un porte-parole de Google a répliqué en disant que l'action en justice du procureur général avait mal décrit ses services. Il a déclaré que la société a toujours intégré des fonctions de protection de la vie privée dans ses produits et qu'elle dispose de contrôles solides pour les données de localisation. M. Bronovich a intenté un procès à Google l'année dernière. La plainte accuse également la société d'avoir fait pression sur le fabricant de smartphones LG et d'autres fabricants de téléphones pour qu'ils cachent les paramètres de confidentialité que les utilisateurs utilisent souvent. Selon les documents judiciaires, la société a trouvé troublant que les consommateurs utilisent de plus en plus les paramètres de confidentialité d'Android après qu'ils aient été rendus plus faciles à trouver et accessibles. Google a alors décidé de cacher les fonctions de confidentialité dans le menu des paramètres. Alors on pourrait se poser la question, combien les géants de la technologie paient-ils d'impôts ? Selon l'organisation britannique à but non lucratif Fairtex Foundation, pas grand-chose. La fondation a effectué une analyse et a constaté que les 6 sociétés de silicium, c'est-à-dire Amazon, Facebook, Alphabet, propriétaire de Google, Netflix, Apple et Microsoft, ont payé 100 milliards de dollars de moins en impôts entre 2011 et 2020. La fondation a constaté que les sociétés ont payé 219 milliards de dollars en impôts sur le revenu, soit 3,6% de leurs 6 000 milliards de dollars de revenus totaux. Comment cela fonctionne-t-il? Selon les chercheurs, cela s'explique par le fait que l'impôt sur le revenu est payé sur les bénéfices et non pas sur le total des revenus. Ils ajoutent que ces géants de la technologie sont doués pour déplacer leurs bénéfices vers les paradis fiscaux offshore et ce faisant réduire leurs obligations fiscales. Selon la Fairtax Foundation, Amazon et Facebook sont les pires contrevenants parmi les 6 sociétés du silicium. La fondation a constaté qu'Amazon a réalisé 1,6 milliard de dollars de recettes, déclaré 60,5 milliards de dollars de bénéfices et payé 5,9 milliards de dollars d'impôts sur le revenu au cours de cette période, donc 2011-2020. Le rapport note que sur la base des taux d'imposition internationaux, Amazon devrait payer 10,7 milliards de dollars. Au lieu de cela, Amazon a payé moins de 10% d'impôts sur cette période. C'est le taux le plus bas des 6. Les 2 géants de la technologie ont réagi. Amazon a riposté en qualifiant la citation des calculs de extrêmement trompeuse. Facebook a également riposté en déclarant que toutes les entreprises payent des impôts sur leurs bénéfices et non sur leurs revenus. L'année dernière, poursuit-il, nous avons payé 4,23 milliards de dollars d'impôts sur les sociétés dans le monde. Et notre taux d'imposition effectif moyen sur les 10 dernières années était de 20,71%, ce qui correspond à peu près à la moyenne de l'OCDE. Fin de citation. Tout cela intervient alors que l'administration Biden fait pression en faveur d'un impôt minimum mondial. L'objectif est de rendre inutiles les pays habituellement considérés comme des paradis fiscaux, tels que les îles Caïmans et les îles Vierges britanniques.
Ces territoires ont un taux d'imposition des sociétés de 0%. Un rapport montre que 57% des entreprises avaient des filiales situées aux Bermudes et aux îles Caïmans pour l'année 2016. C'est le rapport le plus récent. Professeur de droit et directeur du programme de fiscalité internationale à l'Université de Michigan, Reuven Aviona explique à Fast Company que c'est parce que si tous les pays avaient le même taux d'imposition, il n'y aurait aucun avantage pour les entreprises à créer des filiales offshore. Selon la secrétaire au Trésor Janet Yellen, le taux d'imposition minimum mondial garantirait que tous les citoyens partageraient équitablement la charge de financement du gouvernement. Le taux de 21% proposé par l'administration Biden était largement considéré comme un point de départ pour la reprise des négociations de l'OCDE sur un impôt minimum mondial. L'Organisation de coopération et de développement économique est composée de 37 pays membres qui discutent et développent des politiques économiques et sociales. L'administration Biden cherche à obtenir une coopération internationale sur le taux minimum mondial d'imposition des sociétés dans le but de compenser, au moins partiellement, les inconvénients qui pourraient découler de la proposition de l'administration de porter le taux d'imposition des sociétés américaines à 28%. Et cette mesure est considérée comme un élément clé du financement de la proposition d'infrastructures massives de l'administration Biden. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.